La Chine est réputée pour sa quête de l'harmonie, mais aussi et surtout pour sa médecine traditionnelle. Un savoir-faire vieux de plus de 2000 ans. À l'époque, le premier empereur Che Huangti est à la recherche de la longévité, voire même de l'immortalité. L'histoire de la médecine chinoise est née dans le sang. Nous sommes en 221 avant notre ère. Yingzhen, roi de Qin, déclare la guerre à 5 autres royaumes afin de créer un empire unique. Yingzhen remporte la bataille et prend le titre de She Huangti, premier auguste souverain. L'empire porte désormais le nom de son royaume. La Chine est née. She Huangti destitue les maîtres féodaux, met en place un gouvernement centralisé et fait unifier la monnaie et l'écriture dont il impose l'usage dans son empire. L'empereur veut aussi devenir immortel. Mais il se méfie des nombreux clans de médecins et d'alchimistes qui se disputent sans cesse sur l'efficacité de leurs thérapies respectives. Il fait brûler les rouleaux de bambou contenant le savoir des alchimistes. La Chine d'aujourd'hui. Sur un terrain situé non loin du palais impérial, des archéologues ont découvert les restes de sépultures de hauts fonctionnaires de l'empereur. Les premières pièces sont très prometteuses. Zhen Yan est historien de l'art et archéologue. Avec son équipe, il analyse la structure de l'argile pour mieux orienter les recherches. Il espère mettre au jour la tombe d'un médecin. Les chercheurs ont déjà rassemblé un certain nombre d'éléments datant de l'époque du premier empereur de Chine. Ils savent que She Huangti a fait venir de nombreux médecins à la cour. Il y a quelques années, une avancée spectaculaire a été faite. Un ouvrier a repéré des tiges de métal couvertes de verre de gris dans des mottes de terre. Il y en avait 9 en tout. Les plus anciennes aiguilles d'acupuncture jamais trouvées. Les aiguilles à extrémité arrondie servaient à masser et tamponner la surface de l'épiderme. Celles munies d'une pointe étaient piquées dans la peau. Cette tombe date de 200 ans avant notre ère. On trouve également une description de l'acupuncture dans le livre de l'Empereur jaune, qui est encore plus ancien que cette tombe. Nous savons ainsi que l'acupuncture était déjà très développée à l'époque. L'empereur She Huangti a l'idée de créer un ouvrage qui répertorierait les différents savoirs thérapeutiques en pratique dans son pays. Il convoque alors les jeunes guérisseurs les plus doués. Kang est l'un d'eux. Lui et ses collègues se voient assigner la tâche de consigner méticuleusement leur savoir par écrit. Un village du Sichuan. Près de 700 millions de Chinois vivent dans les campagnes, où la médecine ancestrale se pratique quotidiennement. Le cabinet du médecin du village est complètement ouvert sur la rue. Li Xian a 88 ans. Il incarne la médecine chinoise traditionnelle selon laquelle seuls les mauvais médecins soignent des malades. Les bons médecins font en sorte que leurs patients restent en bonne santé. Li Xian prend le pouls du vieil homme. Il s'assure ainsi que les organes internes fonctionnent bien
et que l'énergie s'écoule de façon harmonieuse. Suivent une conversation détaillée et l'observation de la langue. L'homme se sent épuisé, il a des douleurs dans le dos. Trop de froid et d'humidité, diagnostique le docteur Lee, avant de rédiger sa prescription. La médecine chinoise se base sur l'observation des forces et des cycles de la nature. Les éléments de base, eau, terre, métal, bois et feu, interagissent, se produisent et se détruisent. Le principe du yin et du yang explique la structure du corps humain. Comme une montagne, l'homme oscille entre deux pôles antagonistes. Dans l'ombre, il est froid et humide, dans le soleil, il est chaud et sec. La position du soleil influe aussi sur le caractère. Pour les Chinois, les variations entre le yin et le yang déterminent le degré d'harmonie interne et donc la santé. Kang est médecin. Il est fier d'avoir été nommé si jeune à la cour du premier empereur de Chine. Selon les Chinois, l'énergie vitale, appelée qi, circule dans le corps à travers des canaux. Mais peut-on influencer la circulation de cette énergie? Les avis divergent sur les effets de la stimulation. Kang se contente de suivre les consignes rédigées par ses collègues. Lorsque vous pratiquez l'acupuncture, soyez extrêmement précis, comme si vous étiez au bord d'un précipice. Tenez l'aiguille comme si vous teniez un tigre. Concentrez-vous sur le patient, observez-le minutieusement. Xi'an, dans le centre de la Chine. C'est ici que l'empereur Shi Huangdi résidait, il y a 80 générations. Ces immenses tertres funéraires sur le pourtour de la ville datent de cette époque. Certains paysans y ont creusé des galeries. Ils y entreposent leurs récoltes pour les protéger de la canicule et du gel. Les fouilles continuent. Il faudra des décennies pour mettre au jour tous les mystères enfouis dans ces monticules. Chang'an, ancien nom de Xi'an, était la plus grande ville du monde à l'époque. Elle comptait 1 million d'habitants. En 2000 ans, jusqu'à 7 mètres d'argile charriée par le fleuve se sont accumulés. Sen Yan et ses collègues pensent être enfin parvenus au niveau du couvercle de la tombe. Retour auprès de Li Tsean, notre médecin de village. Son fils Li Yang travaille avec lui. Les aiguilles sont censées stimuler la circulation et aider le patient à retrouver le sommeil et l'appétit. La chaleur des bâtonnets de moxa renforce l'effet des aiguilles. Un jour, alors que l'empereur rentre de voyage, le voilà pris de violents maux de tête. Kang est immédiatement appelé auprès de lui. Le jeune médecin sait que s'il échoue à guérir l'empereur, il sera renvoyé du palais. Ou même pire. Kang a déjà soigné de telles migraines. Il choisit l'acupuncture. Il place alors les aiguilles dans les canaux d'énergie des jambes de son patient.
Après quelques minutes, l'empereur se sent mieux. Maître Kan est confirmé dans ses fonctions de médecin personnel de l'empereur. L'acupuncture est aujourd'hui pratiquée dans le monde entier, surtout dans les pays industrialisés. Andreas Bayer a étudié la médecine conventionnelle à Vienne avant d'obtenir son diplôme de médecine traditionnelle chinoise. Il a constaté l'efficacité de l'acupuncture pour soigner l'asthme et surtout les douleurs chroniques. Bon nombre de médecins conventionnels partagent également cet avis. Cependant, le fonctionnement de l'acupuncture n'a jamais été expliqué par la médecine occidentale. Le qi, l'énergie vitale et les canaux dans lesquels il circule ne sont pas mesurables. Selon la médecine chinoise, l'acupuncture fonctionne ainsi. Le corps est composé de canaux appelés méridiens, à travers lesquels l'énergie vitale, appelée qi, est acheminée jusqu'aux organes. Piquées à des points précis des méridiens, les aiguilles libèrent les énergies qui sont bloquées. Avez-vous les pieds froids? Oui, très froid. Toujours ou par intermittence? En tout cas, quand je me couche, ils sont toujours glacés. Je dors comme une pierre. Je ne fais pas de rêve. Je me lève très tôt avec difficulté. Une demi-heure plus tard, je suis aussi fatiguée que la veille au soir. Vous avez mal aux reins? J'ai la nuque contractée, ainsi que les épaules. Durant ses études de médecine chinoise, le docteur Bayer a appris à distinguer 36 pouls différents. Montrez-moi votre langue. Merci. Voilà ce qui se passe chez vous. Il y a deux systèmes d'organes qui ne coopèrent plus l'un avec l'autre. Pour la médecine chinoise, un des systèmes d'organes, celui qui donne de la force, qui livre l'énergie au corps, se trouve dans l'abdomen, là où se développent les futurs bébés. Le second système d'organes, c'est celui où siège l'esprit. Lorsque ces deux systèmes ne travaillent plus ensemble, le feu du cœur remonte sans être refroidi. Voilà comment les Chinois décrivent ce phénomène. Cela signifie que vous dormez bien, mais que vous ne vous sentez pas reposé au réveil. Je vais piquer 2 aiguilles. Vous allez sentir une toute petite piqûre. Ce n'est pas très agréable. Lorsque je l'enfonce vers le point, vous ne sentirez qu'un faible tiraillement. La seconde aiguille est piquée sur le méridien des reins. Ces 2 aiguilles vont harmoniser les 2 organes afin que l'énergie bloquée dans le bas du corps puisse remonter. Je pique à présent un point que vous avez déjà dû voir dans des films. C'est là que les Indiens se peignent un point rouge. Ce point est magique dans toutes les cultures, également dans la médecine chinoise. Pour nous, c'est le 3e œil, pour les Indiens, c'est le chakra spirituel, et pour les Chinois, c'est le centre de la paix. L'aiguille suivante va servir à faire redescendre et à apaiser le feu du cœur qui se trouve si haut chez vous. Voilà, c'est tout. On va laisser les aiguilles une demi-heure. Je viendrai les manipuler de temps en temps. Vous sentirez que les aiguilles communiquent entre elles. Les Chinois disent qu'on sent la circulation du qi. On sent en fait que tout le système s'harmonise. Vous serez plus paisible en haut et le bas va se réchauffer. La médecine conventionnelle a longtemps mis en doute les effets de l'acupuncture. Mais les choses changent. La médecine moderne ne pourrait pas grand-chose pour cette patiente. Les patients qui souffrent de ces symptômes ne peuvent pas être traités avec des médicaments, car nous ne pouvons pas mesurer les changements. La médecine chinoise procède autrement. Elle considère les maux des patients comme les premiers signes de l'apparition d'une maladie. On peut donc appliquer un traitement plus tôt. En ce sens, la médecine chinoise a une dimension préventive. En intervenant sur les tout premiers symptômes, elle permet d'éviter l'apparition de la maladie. En 2005, des chercheurs ont essayé de mesurer très scientifiquement les effets de l'acupuncture. Ils ont utilisé de vraies aiguilles et des aiguilles factices pour évaluer l'effet placebo d'un tel traitement.
À la clinique de l'université de Southampton, une partie des patients a été traitée avec des aiguilles factices, c'est-à-dire qui ne sont pas enfoncées dans la peau, mais juste maintenues à l'aide d'un sparadrap. Le TEP, le tomographe à émission de position, permet de vérifier les réactions induites par les fausses aiguilles. Les piqûres simulées déclenchent des réactions dans les régions cérébrales dévolues au traitement de la douleur. L'attente d'une piqûre et le stimulus sur le front suffisent à activer le régulateur de douleur de notre corps. Les centres nerveux sécrètent des hormones similaires à des opiacés qui ont un effet analgésique. Test similaire avec de vraies aiguilles. La véritable acupuncture déclenche au départ les mêmes effets. Mais les chercheurs remarquent qu'elle active ensuite une autre région du cerveau qui gère les excitations mécaniques des sens et qui influence aussi le traitement de la douleur. La production d'hormones antidouleurs est ainsi nettement plus élevée. L'acupuncture déclenche donc un certain nombre de réactions particulières dans le cerveau. Est-ce là tout le secret de son efficacité? Les études actuelles ne permettent pas d'en dire plus. La tombe de Liu Qi, 5e empereur de Chine, a été découverte en 1991. Les archéologues récoltent sur le site une foule d'informations sur la façon dont on vivait en Chine à cette époque. Le défunt a été enterré avec tous les objets indispensables à sa vie dans l'au-delà. Les premiers empereurs étaient entourés d'une cour pléthorique. 6000 statues en terre cuite représentant des concubines, des fonctionnaires et des serviteurs. La tombe des plus hauts dignitaires de la dynastie Han renferme aussi des animaux domestiques et de la nourriture en quantité. Les denrées alimentaires étaient aussi considérées comme thérapeutiques. Ainsi, les pots mis au jour contiennent les menus des premiers empereurs de Chine. On vient de déterrer un pot qui contient des restes d'eau d'animaux. Dans d'autres pots, nous avons trouvé des os et de la chair d'animaux, apparemment des denrées alimentaires. Les sels provenant d'un repas pris par l'empereur quelques heures auparavant sont analysés par le docteur Kang. La consistance, la couleur et l'odeur livrent des indications sur l'état de santé du souverain. Le médecin relève sur l'empereur une chaleur interne trop élevée. Il décide d'adapter son régime alimentaire en conséquence. Le chef cuisinier enregistre patiemment ses indications. Les bulbes de lys sont censés renforcer le yin et apaiser la chaleur. Les baies de goji tonifient les muscles, les dattes chinoises séchées servent d'expectorants et les morilles fortifient le qi. Selon le docteur Kang, la viande de poulet a également un effet refroidissant. Tout comme les légumes. Kang et ses collègues s'évertuent à approcher le rêve d'immortalité de l'empereur, tout en respectant l'art thérapeutique ancestral. As-tu déjà mangé? C'est comme cela que les Chinois se saluent à midi. Le docteur Li Tsean et sa famille respectent scrupuleusement les enseignements des anciens. Ainsi, s'alimenter est aussi une médecine douce. En Chine, une nourriture saine n'a pas la même signification qu'en Occident. Selon la tradition,
Les mets les plus indiqués pour la santé dépendent de celui qui les consomme. Ceux qui ont beaucoup de froid et de sécheresse en eux ont besoin de mets chauds et humides, et vice-versa. À cela s'ajoute l'influence du climat et des saisons. L'état de santé d'une personne est aussi important que le climat auquel elle est soumise. Les fruits et les mets qui tonifient un être chaud et sec peuvent causer du tort à un être froid. La préparation est tout aussi essentielle. Cuire, rôtir ou griller donne des effets échauffants. Cuire à l'étuvée ou sécher possède un effet refroidissant. À cela s'ajoutent les effets des condiments qui ont aussi leur importance. Ces règles ont encore cours dans les campagnes chinoises. Et les Chinois vivent en moyenne 10 ans de plus que les habitants de régions dont le niveau de vie est à peu près égal. Il y a 2 millénaires, l'espérance de vie des Chinois était de 40 ans en moyenne, alors que les Romains et les Égyptiens n'atteignaient guère plus de 25 ans à l'époque. La conception d'une vie saine en Chine est soumise à un grand nombre de règles. Elle s'articule tout autour du qi, l'énergie vitale, et de l'interaction des 5 éléments de la nature. Le bois donne le feu. Le feu produit de la cendre, c'est-à-dire de la terre. La terre fait pousser des plantes qui, en se décomposant, redeviennent de la terre. Dans la terre se forme le métal. Le métal se travaille avec le feu et l'eau. L'eau est indispensable pour produire du bois. Le bois est travaillé avec le métal pour servir les hommes, pour leur quotidien, pour le spirituel et le plaisir esthétique. Le cycle des éléments est à l'origine de l'harmonie. Les plaisirs sensuels ont également une place élevée dans la philosophie chinoise. Nombre de résidents du palais sont assignés au divertissement de l'empereur. Avant de passer sa toute première nuit avec le souverain, Aishi, une jeune concubine, se prépare. Comme aujourd'hui, la sensualité est accentuée à l'aide du maquillage. Une peau blanche est considérée comme très sensuelle. Le dessin des sourcils est le trait de beauté par excellence. Une poudre spéciale à base de farine de riz et de fleurs de cartame confère à la peau blancheur et douceur. Les femmes de la cour sont vêtues de la soie la plus fine. Une pièce de vêtement semblable a été découverte par des archéologues. Elle ne pesait que 50 grammes. La sexualité est une source importante du qi. Il existe une liste des techniques de méditation et de respiration liées à des positions particulières qui doivent contribuer à la régénération. Mais l'abus de sexe est nocif. Selon les médecins de l'époque, la frénésie sexuelle fait perdre trop d'énergie. Afin d'éviter que le penchant de l'empereur pour les plaisirs de la chair ne mette en péril sa santé, Kan rédige des règles destinées à pratiquer l'amour physique sans dilapider son énergie. Comme attendre le bon moment, ou comme rester en harmonie avec la femme, et adapter le rythme du plaisir avec celui de l'autre partenaire. Ces conseils sont transmis directement à l'empereur.
Aujourd'hui, on lui présente la jeune Aishi. L'empereur observait-il les conseils de son médecin? Nul ne le sait. Les Chinois ne recourent pas seulement à l'acupuncture pour décrisper et harmoniser les flux d'énergie. Ils pratiquent aussi le tai chi, une gymnastique dont les exercices méditatifs sont destinés à maîtriser son corps. L'enseignement du tai chi et du qigong n'était pas ouvert à tous autrefois. Ils étaient uniquement transmis aux membres masculins de la famille. Le médecin Li Zan et ses 4 fils pratiquent le tai chi. Chacun à sa manière. Et ils le pratiquent chaque matin avant de commencer leur journée de consultation. La patiente se plaint de troubles digestifs. Li Tsean diagnostique un affaiblissement de l'estomac et de la rate. Le médecin concocte un remède composé de 12 éléments, choisis parmi une centaine de plantes médicinales. Les remèdes standards sont rares. Chaque préparation est adaptée à l'état du patient et à une époque donnée de sa vie et de l'année. Cette médecine est basée sur l'expérience. Les substances actives des plantes sont encore très peu connues. Kang et ses collègues intègrent eux aussi les plantes dans leurs remèdes. Pour faire tomber la fièvre, ils utilisent un extrait de Qingguao, l'armoise annuelle. Mais ce remède n'opère pas toujours. Pour améliorer ses effets, Kan a l'idée de ne plus utiliser que les feuilles de la plante. Il ne va pas tarder à le tester. Alors qu'il rentre de voyage, l'empereur Che Huangti est soudain pris de fièvre. Son jeune médecin décide de tenter une nouvelle expérience. Au lieu de cuire les feuilles d'armoise annuelle, comme il le fait d'habitude, il les presse et prépare un breuvage froid. Kan est conscient du risque qu'il prend. Sa position de maître des sciences thérapeutiques du palais impérial peut facilement être remise en question. Quelques heures plus tard, la fièvre baisse. Kan s'empresse alors de consigner par écrit ce nouveau remède.
Il faudra plus de 2000 ans avant que les remèdes de Maître Khan soient remis au jour. En 1967, à Pékin, la pharmacologue Tu Youyou est en quête d'un remède contre le paludisme. Les médicaments existants n'ont pas d'effet durable et ils ont même des effets secondaires nocifs. Un jour, elle prend connaissance des écrits de Maître Khan. J'ai vérifié les 600 paragraphes qui nous semblaient les plus importants. Mais les expériences avec l'armoise annuelle, cuite dans l'eau ou dissoute dans l'alcool, n'ont rien donné. Ensuite, nous avons trouvé le passage où il est dit qu'il faut boire le jus pressé. 2 ans plus tard, les principes actifs de la plante sont identifiés. Les essais sur des patients peuvent commencer. Le jeune Maître Khan est récompensé par l'empereur. Mais le souverain veut plus. Il exige du jeune médecin qu'il trouve des remèdes miracles qui le rendront immortel. Dans le sud de la Chine se trouve le Hainan, une province située sous les tropiques. En 1973, le paludisme y a fait rage. C'est là que Tu Youyou entame ses premiers essais avec l'extrait d'armoise annuelle. Et le nouveau remède dépasse les espérances. Plus de 90% des malades sont rétablis en l'espace de 3 jours. Et la potion n'a pratiquement aucun effet secondaire. Aujourd'hui, Chen consulte au dispensaire. La jeune fille souffre d'une forte fièvre et de tremblements, les symptômes du paludisme. Un test sanguin est pratiqué. Et en effet, les globules rouges de la patiente sont saturés de parasites du paludisme. Les médecins espèrent que le remède à base d'armoise annuelle sera efficace sur la jeune fille. L'extrait d'armoise annuelle est devenu un remède universel contre le paludisme. Mais les plantes disponibles ne suffisent pas pour soigner les 500 millions d'êtres humains qui contractent chaque année la maladie. La plante doit pousser en altitude et sous un climat particulier pour avoir une teneur en agents actifs suffisante. Trois jours ont passé. Chen n'a plus de fièvre. Son frère l'a conduit au dispensaire pour une visite de contrôle. Aujourd'hui, seule une quarantaine de personnes succombent au paludisme chaque année en Chine. Auparavant, la maladie faisait des milliers de victimes. Le médecin est satisfait. L'analyse montre que l'agent pathogène a disparu du sang de sa jeune patiente. Chongqing, dans le centre de la Chine. Ici est en train de s'écrire l'une des pages de gloire de la médecine chinoise. Une société pharmaceutique chinoise et un grand laboratoire international se partagent la production mondiale du médicament contre le paludisme, découvert il y a 2200 ans. L'usine produit 25 kg d'extrait d'armoise annuelle par jour, ce qui permet de soigner 50 000 patients. Ils espèrent être en mesure d'augmenter massivement leur production dans le futur. Le médicament est conditionné sous forme de capsules ou de comprimés. En Europe,
la médecine chinoise ne se limite désormais plus à l'acupuncture. On prescrit de plus en plus de remèdes chinois à base de plantes. Thérapeutes et pharmaciens analysent régulièrement les produits importés de Chine afin de détecter les impuretés, notamment la présence de métaux lourds. Nombre de remèdes chinois à base de ginseng et de ginkgo sont aujourd'hui reconnus par la médecine occidentale. Mais pour quantité d'autres substances, l'efficacité n'est pas encore démontrée par les tenants de la pharmacologie occidentale. Ces études sont rendues difficiles par le fait qu'en Chine, un patient n'est pas soigné selon un diagnostic type et que la composition des remèdes varie selon l'état général du patient et quantité d'autres paramètres. Les patients des pays industrialisés n'ont pas l'habitude de prendre des médicaments sous forme de décoction. Pour eux, les mélanges sont réduits en poudre et présentés sous gélule. Dans son village du Sichuan, le docteur Li effectue ses préparations de manière artisanale. Une fois par semaine, ses fils l'aident à couper des racines et des plantes et à extraire les minéraux de pierres chauffées. Beaucoup de patients trouvent compliqué de mélanger les plantes. Ils préfèrent prendre des médicaments occidentaux. Mais leurs effets secondaires sont très importants. Les patients s'en rendent compte et ces derniers temps, j'en vois de plus en plus revenir à la médecine chinoise. À Pékin, la capitale de la Chine, la majorité de la population se fie de plus en plus à la médecine occidentale. Néanmoins, Li Yang, l'un des fils du docteur Li, s'est installé dans la capitale pour ouvrir un cabinet de médecine traditionnelle. Les acteurs du miracle économique chinois souffrent souvent de surmenage. Ils éprouvent le besoin de mener une vie plus saine et d'équilibrer leurs énergies, et reviennent pour cela vers les principes ancestraux. Avant d'accueillir et de servir ses patients, Li Yang fait ses prières pour trouver la paix intérieure et harmoniser ses énergies. En plus de l'acupuncture et de la pharmacopée naturelle, Li Yang prescrit aussi des massages thérapeutiques, appelés Tuina. Seuls les médecins qui les maîtrisent sont autorisés à les pratiquer. Les Chinois appellent ça Tuina. Chez nous, ça s'appelle acupressure ou acupression. On appuie sur les points méridiens. J'interviens sur les mêmes points qu'avec l'acupuncture. Je ne fais pas qu'appuyer dessus, je les manipule. Les Chinois disent que le trop-plein de feu est stocké ici, en haut. Selon la médecine chinoise, quand quelque chose monte, il se concentre dans ces points. Voilà pourquoi ils font si mal. Car tout le feu reste plus ou moins bloqué là-haut. Là, je pousse le feu qui s'est accumulé en haut vers le bas du corps. L'empereur Che Huangti est certes en bonne santé, mais le docteur Kan a échoué dans sa mission de trouver un remède miracle contre le vieillissement.
L'empereur le congédie. Les magiciens et les alchimistes longtemps restés en disgrâce se voient offrir une nouvelle chance et promettent à l'empereur de concocter un élixir de jouvence. Kan ne voulait pas promettre l'impossible. Avec ses collègues, il s'est attaché à structurer la médecine chinoise. Les alchimistes promettent à l'empereur que leur élixir le rendra immortel et l'empereur en meurt. À 50 ans, Che Wangti vient de succomber à une intoxication au mercure. Kan est répudié, mais il poursuit sa pratique devant les portes du palais. Il est l'un des auteurs de l'ouvrage Wangdi Neijin, le livre de l'empereur jaune. Cette Bible du bien-être, rédigée il y a 2 millénaires, est encore utilisée aujourd'hui pour les études de médecine chinoise. Chaque jour, la médecine conventionnelle occidentale reconnaît un peu plus les bienfaits des principes thérapeutiques de la Chine ancienne. Ainsi, l'œuvre de Maître Kan continue à vivre. Les bienfaits de l'Ayurveda sont reconnus par la science. Demain, cette médecine traditionnelle de l'Inde n'aura plus de secret pour nous.